peut-être après à propos de la ville intelligente, si ça ne vous ennuie pas. Sinon, on va à nouveau un petit peu déraper. Donc, Françoise, s'il te plaît, peux-tu nous présenter l'intelligence artificielle appliquée aux villes intelligentes? Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à parler. Imaginez que l'enfant de Danny, dans sa voiture automatique, tape dans un train. Et le train freine et tout le train se renverse. Et maintenant, on a 1000 personnes qui sont blessées. Comment va-t-on sauver ces 1000 personnes? On va avoir besoin de faire venir des centaines d'ambulances. On a besoin d'amener ces ambulances très vite dans des hôpitaux, mais il n'y a pas d'hôpital qui peut prendre 1000 personnes d'un coup, donc il faut 3 hôpitaux. Et puis il faut aller très vite, donc il faut que les feux soient bien coordonnés pour que les ambulances puissent aller vite. Et il faut que la police soit là pour arrêter les gens, les empêcher de bloquer le trafic. Et maintenant, ça ne se fait pas tellement, mais dans la ville intelligente, vous pouvez avoir le service de police qui parle aux hôpitaux, qui parle à celui qui met en jeu les feux. Et on peut réaliser ce miracle qu'en quelques minutes, on pourrait transporter les 1000 blessés qui sont dans le train qui vient de tomber. Et c'est ça le principe des villes intelligentes. C'est des villes qui connectent des départements différents. Et j'en ai mis quelques-uns sur cette slide-là. Les transports, la police, la gestion de la circulation. Ça peut être autre chose, la gestion de l'environnement. Si vous avez des pluies, là je sais qu'à Paris, il y a eu beaucoup de pluie. Peut-être qu'on pourrait connecter les feux, le détection qu'il y a une rue qui est inondée, donc il faut dérouter le trafic, et tout ça le faire automatiquement. Et si vous regardez, j'ai pris quelques secteurs, par exemple dans le secteur des transports, la quantité d'informations qui, à l'heure actuelle, est déjà collectée par des mécanismes différents. Donc, par exemple, je parlais de savoir qu'il y a des embouteillages et de pouvoir détourner le trafic. Vous avez ça, par exemple, sur le périphérique à Paris ou dans d'autres villes. Vous voyez tel secteur encombré, utiliser une autre route, mais aussi collecter les lecteurs de plaques d'immatriculation, par exemple, et les lecteurs de cartes de paiement automatique. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais je pense que vous en avez. C'est dans la voiture elle-même et vous payez votre péage directement à partir de ce modèle de paiement. Bon, chez nous, c'est utilisé pour aussi contrôler le volume de la circulation. Donc, la machine qui aide à payer aussi émet une information qu'elle est à tel niveau, à tel endroit dans la route, et puis après, si elle passe dans un autre endroit 5 minutes plus tard, on sait que la circulation de tel point à tel point prend 5 minutes. Et toutes ces informations depuis toutes les voitures sont collectées pour indiquer la vitesse de la circulation. Si vous prenez un autre exemple qui est éclairage, je ne peux plus aller dans les rues sans regarder en haut et regarder les lampadaires. Les lampadaires de mon enfance, il y avait un poste et puis une lampe. Et maintenant, dans les lampadaires de chez nous, on a le poste et puis on a la lampe. Et puis après, on a au moins 2 caméras qui sont là pour faire des photos. Après, vous avez le détecteur de vitesse. Après, vous avez le scanner de plaque d'immatriculation. Et c'est comme ça qu'on a des PV. Et puis, vous pouvez même avoir des détecteurs de bruit, des détecteurs de coups de feu. Qui sont connectés donc à la municipalité, à la police, pour savoir qu'il y a eu quelque chose qui se passait. Et tout ça, c'est
tout ce qu'on met en place pour créer ces villes intelligentes. Il y a des tas de technologies qui sont utilisées, que ce soit au niveau des drones ou des connectivités, bien sûr, toutes les technologies de big data, toutes les technologies de Internet of Things. Aussi d'autres choses, par exemple le mobilier urbain. Là, c'est une photo d'un kiosque de votre Français fameux Jean-Claude Decaux. C'est un kiosque de Decaux, c'est une image de New York. Et sur le kiosque, le abribus montre l'heure et la température. Et là, j'étais à Chicago hier, et le bus montrait aussi quand l'abribus montrait les horaires des bus qui arrivaient, donc celui-ci sera là dans 10 minutes, etc. Et ça se passe parce qu'on utilise des technologies de Wi-Fi et de communication pour identifier où est le bus et combien de temps ça va prendre. Et malheureusement, par contre, des fois, il y a des problèmes. Et là, cette image que je montre, c'est un problème qui s'est passé à Washington. Il se trouve que c'était juste au moment de l'inauguration du président Trump, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que ces caméras s'étaient connectées donc à mon poste d'éclairage, mais c'était aussi connecté à la police. Et si vous hackez la caméra, vous pouvez rentrer dans le poste de police. Et donc là, si vous pouvez voir en gros, c'était que la police, enfin les services de law enforcement ont prosécuté 2 personnes roumaines pour avoir hacké les computers de la police juste avant l'inauguration du président. Et c'est des problèmes que l'on voit de plus en plus. C'est le fait que le premier danger de la ville connectée, c'est le hacking. Et que on utilise une faiblesse à un endroit pour rentrer dans un service à un autre endroit. Et donc, oui, pardon, je vais revenir en arrière. Donc, les points les plus importants, donc vous avez la municipalité qui va gérer tous ces points différents et la police qui est très intéressée dans tout ça parce qu'il y a beaucoup de questions de sécurité qui interviennent. Mais aussi, il faut penser que cette ville, elle a besoin d'argent. Elle n'a pas assez de moyens pour créer tous ces réseaux. Enfin, du moins, chez nous, les villes sont pauvres, on en a même qui sont en banqueroute. Et donc, il faut bien que quelqu'un paye. Et on voit beaucoup maintenant, on appelle ça des P3P, c'est des Public-Private Partnership. Et ce sont des circonstances où vous avez des sociétés privées qui fournissent des services aux villes. Bon, en France, par exemple, vous avez la même chose depuis très longtemps avec les autoroutes. Du moins, quand je vivais en France, les autoroutes étaient gérées par des sociétés privées. Et c'est un petit peu la même chose. Et donc, on voit intervenir un certain nombre de sociétés privées pour gérer certaines parties de ce gros network de composants. Et par exemple, vous pouvez avoir des sociétés qui ont des logiciels pour détecter les places de parking. Ou bien un autre qui est, là c'est plus indépendant, mais c'est la surveillance des camions de livraison. Vous avez les camions de livraison qui sont connectés à la compagnie qui fait la livraison, mais qui peuvent être connectés à d'autres secteurs aussi. Et donc, maintenant, passons aux questions juridiques dans ce grand... Dans ma tête, je vois la ville comme un grand orchestre. Alors, vous avez les bassons qui font ça, vous avez les violons qui font ça, vous avez les percussions qui font ça, et puis il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Et quels sont les problèmes juridiques qui sont associés à ça? Et le premier, bon, bien sûr, moi j'aime beaucoup la protection des données, donc c'est ce à quoi je pense toujours. Qu'est-ce qui se passe avec toutes ces données qui sont collectées par la ville ou par les sociétés privées pour créer cette ville magique où on peut protéger 1000 personnes qui ont eu un accident de train?
Et la première chose que toutes ces caméras et tous ces sensors sont en train de collecter, c'est des données personnelles. Quand est-ce qu'on nous a demandé la permission de collecter ces données? Et par exemple, chez nous, moi, j'ai un compteur magique, un compteur d'électricité qui collecte l'information tout seul. On me l'a installé, on m'a jamais donné la privacy policy, comment vous appelez ça en français, la charte de protection des données. On m'a installé le compteur et ce compteur collecte toutes les informations sur notre vie. Il sait très bien quand mon mari et moi on n'est pas là parce qu'on ne consomme pas d'électricité. Ils savent bien quand on fait la vaisselle parce que ça consomme cette quantité d'électricité. Et tout ça, toutes ces informations sont collectées et sans beaucoup de regard à la vie des gens. Et dans la ville, en général, c'est encore plus un problème. Donc, je pourrais éplucher toutes les différentes sections de votre GDPR ou de notre GDPR. Voilà encore un autre exemple de problème sur les villes. Ça, c'est un exemple qui s'est passé à Atlanta en mars dernier. Il y a eu du ransomware. Je ne sais pas comment ça se dit en français, le ransomware, mais c'est comme une... pardon? Hameçonnage. Hameçonner, OK. Ils mettent ils vous bloquent, ils rentrent dans votre système, et ils vous bloquent complètement vos données. C'est de la rançon. Voilà, c'est du rançonnage, d'accord. Oui. Et là, donc, ils ont fait ça à Atlanta. Ils sont rentrés dans un des systèmes qui était connecté à la ville et ils ont réussi à bloquer la ville entière. Donc, tous les systèmes de la ville ont été bloqués pendant plusieurs jours si la ville ne payait pas de rançon. Et ça, c'est un problème énorme dont moi, je suis toujours très consciente quand je fais ce genre de travail. Comment est-ce qu'on va protéger la ville pour ces choses-là? Voilà, j'ai juste une dernière question à poser, enfin pas une question, mais plein de questions. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique pour nous, les avocats, quand on travaille sur ce genre de projet? Moi, j'en ai fait un certain nombre maintenant avec des clients où moi, je représente plutôt les sociétés privées et la société privée vend un service à la ville. Mais ces services-là, ce n'est pas des services qu'on fait tout seul. Donc, je prends un des derniers projets que j'ai fait. On avait une société qui faisait du financement. Donc, eux, c'était les financiers de ça. On avait la ville et puis on avait le fournisseur de kiosques électroniques. Et ces kiosques électroniques, c'était des kiosques qui allaient ramasser de l'information sur des tas de choses pour donner les horaires des bus aux gens, pour leur donner la météo, pour avoir des panneaux publicitaires, pour avoir les horaires des théâtres et tout ça. Et bon, c'est un projet fantastique. Et quand vous regardez ça d'un point de vue de l'avocat, toutes les choses auxquelles on a à penser. Et par exemple, qui possède les données? Celui qui finance le projet, celui qui a le kiosque, la ville, peut-être les deux. Mais tout ça, enfin, chez nous, ça se négocie, il n'y a pas de réponse. Qui est responsable? Si vous avez un cas de ransomware où quelqu'un infiltre le kiosque et puis à travers ça arrive dans l'ordinateur de la ville lui-même, comment on y arrive? Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, où est l'intelligence artificielle dans tout ça? Bon, c'est la magie qui fait tout marcher et c'est la magie qui va décider de quoi faire avec le feu et à quel moment le déclencher pour que l'ambulance qui arrive puisse passer à ce moment-là. Mais ça pose des tas de problèmes en tout genre. Pensez par exemple donc, que tous ces réseaux, c'est ce qu'on appelle chez nous critical infrastructure, c'est-à-dire que si ça casse, ça casse. Et dans le cadre d'Atlanta, ils sont restés complètement bloqués. La ville entière était bloquée pendant au moins 3 jours, si ce n'est pas plus. Personne ne pouvait acheter quoi que ce soit, payer leurs impôts, déclarer des bébés. Il n'y avait plus rien. Et voilà. Et puis aussi, on n'en a pas parlé, mais je crois que ça viendra plus tard, les questions de éthique.
qu'est-ce que l'on fait avec ces données et comment on les utilise pour la gestion de la ville et la gestion des services. Voilà, je m'arrête là. Et, Merci beaucoup, Françoise. Merci. Ce que je vous propose, c'est 2 questions. Alors, il y en avait une là-bas au fond. Tu ne m'en voudras pas, Gabriel. Je ne sais pas si elle est encore pertinente, parce qu'elle était peut-être plus autour des voitures connectées que de la ville connectée. Non, on y renonce? Non, on n'y renonce pas. Et Gabriel après. C'était une question sur les voitures, en fait, pas sur la. En fait, j'avais une question relative au fait qu'on réfléchisse à ces sujets d'un point de vue national, alors qu'on parle d'un produit qui passe les frontières. Comment est-ce comment est-ce que à l'avenir on peut envisager d'avoir une vision supranationale sur les réglementations qui vont s'appliquer aux voitures connectées d'un point de vue déjà mode de décision de la voiture et d'autre part assurance? Oui, c'est pas mon sujet. Oui. Ce que je vous propose, c'est de réserver la question à Daniel à ce moment-là et à Raphaël. Daniel a déjà un peu répondu, je crois, sur le plan de l'assurance et sur la nécessité d'avoir une vision transnationale, internationale, en tout cas européenne, sur ces questions. Et il pense que les assureurs sont un des vecteurs et peut-être le meilleur des vecteurs pour instiller et mettre en place cette réglementation. Mais je vous propose peut-être qu'il le commente directement tout à l'heure. Gabriel. Merci Frédéric. Très bien Françoise. J'ai une question, je suis conseiller aussi de compagnie au Costa Rica. Maintenant, j'ai un client qui est en train de faire tous les systèmes des impôts d'une municipalité pour tous les impôts de la capitale. Normalement, les compagnies que j'assiste, ils travaillent avec le Service Level Agreement. Dans le ransomware d'Atlanta, est-ce qu'il y a la limitation de responsabilité avec le SLA pour les compagnies américaines ou c'est la responsabilité ou ça dépasse le Service Level Agreement? C'est une limitation qui n'est pas valable pour les autorités américaines ou c'est si tu as de l'expérience. Oui, donc la question c'est comment est-ce que quand on travaille dans ce genre de secteur, est-ce qu'on peut limiter la responsabilité du fournisseur d'une façon générale, donc en dehors de la question de la ville, d'une façon générale, chez nous c'est négociable. Donc on peut, ça dépend combien le gorille est gros et combien le fournisseur est petit. Et donc, suivant les sociétés, il y a des sociétés qui arrivent à négocier la responsabilité illimitée et d'autres qui négocient peut-être à 3 millions, 5 millions, enfin, ça dépend des secteurs. Dans le cadre des villes, des fois, il faut aussi regarder les réglementations municipales et comment on peut arriver à limiter sa responsabilité vis-à-vis d'une ville, parce qu'ils ont des réglementations à eux qui peuvent être différentes. Donc, c'est quelque chose qui est important. Dans le projet dont je parlais pour les kiosques, on était toute une équipe à travailler dessus et on avait un de nos avocats qui était spécialisé dans le droit, qu'en français vous appelleriez le droit administratif, et qui connaissait toutes les réglementations qui s'appliquaient à la ville en question où on a fait ce projet. Excellent, merci. Merci beaucoup, Françoise.